Bonjour à toutes et à tous, nous espérons que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau podcast dédié au premier chapitre du premier thème d'histoire en 4e, intitulé Bourgeoisie marchande, négoces internationaux et traite négrière au XVIIIe siècle. C'est parti! Pour bien appréhender ce chapitre, il faut se replacer dans le contexte du XVIIIe siècle. Ainsi, l'Europe domina le monde à ce moment-là, ce qui constituera notre première partie du cours, avec des grandes puissances politiques européennes au XVIIIe siècle. Ainsi, au XVIIIe siècle, le continent européen, composé d'États dont la puissance s'affirme différemment. À l'ouest, il y a les Pays-Bas, la France et le Royaume-Uni qui sont les puissances dominantes. Elles s'enrichissent sur des empires coloniaux qui s'agrandissent. De plus, la France est le pays le plus peuplé d'Europe avec 22 millions d'habitants. À l'est du continent, d'autres puissances s'affirment, mais elles restent des puissances continentales et ne se lancent pas dans la colonisation d'outre-mer. Il s'agit de la Prusse, de la Russie et de l'Autriche des Habsbourg. L'Espagne et le Portugal, quant à elles, sont deux puissances en déclin. Leur domination sur les mers est remise en cause au profit des Français, des Hollandais, mais surtout des Anglais. L'Ottoman, quant à elle, perd aussi de sa puissance. Donc c'est une période faite d'empires coloniaux. Quelques États européens ont construit des vastes empires coloniaux. L'Espagne possède la plus grande partie de l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et des colonies aux Philippines. Le Portugal possède l'Est de l'Amérique du Sud, qui constitue aujourd'hui le Brésil, et des territoires en Afrique. Le pays a aussi de nombreux comptoirs le long des côtes de l'Atlantique et de l'océan Indien. La France, quant à elle, a colonisé une partie de l'Amérique du Nord, la Guyane en Amérique du Sud, les côtes sénégalaises en Afrique et quelques îles aux Antilles. Elle possède aussi des comptoirs commerciaux en Inde. Elle perd la majorité de ses colonies au profit des Anglais en 1713 et en 1763. Les Provinces-Unies possèdent de nombreuses îles dans l'océan Indien et des territoires en Afrique et en Amérique du Sud. Enfin, le Royaume-Uni, lui, s'affirme pendant tout le XVIIIe siècle. Il possède des colonies en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, sur les côtes guinéennes et des comptoirs en Inde. Mais alors qu'est-ce qu'une colonie ? Une colonie, c'est un territoire conquis, administré et exploité par un État en dehors de ses frontières. Exemple, la Louisiane, c'est une colonie française. À la différence d'un comptoir, qui est un tout petit, donc c'est commercial, un comptoir, c'est un tout petit territoire en pays étranger destiné à favoriser le commerce du pays possédant ce territoire et les pays environnants. Goa est un comptoir commercial portugais à partir du XVIe siècle. Cette période est donc propice à de grands échanges internationaux et ce sont les prémices du commerce international. L'exploitation économique des empires est importante. Le commerce colonial est très fructueux et se développe tout au long du XVIIIe siècle. De nombreux produits sont échangés dans le cadre du commerce entre les colonies et leurs métropoles. L'Amérique produit du sucre, du café, du cacao, de l'indigo, etc. L'Asie, quant à elle, fournit du thé, des épices, des soieries. Et l'Afrique fournit des esclaves. Les pays européens exportent des produits manufacturés. Ainsi, les compagnies de commerce européennes jouent un rôle essentiel dans le commerce colonial. Elles ont souvent un monopole attribué par les États européens. Cela veut dire que seules les compagnies qui ont le monopole peuvent faire du commerce avec une colonie. Elles bénéficient aussi du système de l'exclusif qui interdit à une colonie de commercer avec un autre partenaire que sa métropole. Ces compagnies sont très puissantes et réalisent énormément de profits. Les États autorisent de plus en plus de compagnies privées à faire aussi du commerce colonial. Cette forme de commerce, on la qualifie de commerce triangulaire. La traite atlantique utilise des routes commerciales dont le tracé forme un triangle entre l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. À ce titre, on parle de commerce triangulaire. Des navires européens, les bateaux négriers, partent d'Europe chargés de produits européens comme des textiles, des fusils, de l'alcool, des bijoux. En Afrique, ils déposent tout ça en échange auprès de chefs africains locaux de leurs produits européens contre des esclaves. Les esclaves traversent ensuite l'océan Atlantique dans des conditions épouvantables et sont vendus en Amérique. Le gain réalisé par la vente des esclaves permet d'acheter des produits coloniaux, le sucre, le café, le cacao, l'indigo, etc. Et ces produits sont ensuite transportés et vendus en Europe et reviennent à leur port de départ. Cela forme donc un triangle. Les armateurs réalisent d'importants profits grâce au commerce triangulaire.
Je vous invite d'ailleurs à regarder le schéma sur la page dédiée sur le site internet www.histoiregéographie.net. Il y a donc de nombreuses tensions autour de ce commerce colonial. De nombreux conflits opposent les puissances européennes. Les enjeux de la guerre de la succession d'Espagne de 1700 à 1713 ne sont pas coloniaux. Cependant, elle a des conséquences sur les empires et le commerce colonial. Charles II d'Espagne meurt sans héritier. Il lègue son royaume au duc d'Anjou, le petit-fils du roi de France Louis XIV. L'Angleterre, alliée à d'autres puissances européennes dont les Pays-Bas, conteste cette succession. Et cette alliance entre en guerre contre la France et l'Espagne. Louis XIV doit céder de nombreuses colonies à l'Angleterre lors du traité de paix d'Utrecht en 1713. Des tensions se développent ainsi avec le commerce de contrebande ou commerce interlope. Des marins contournent les règles du monopole commercial et de l'exclusif en commerçant avec des colonies sans en avoir le droit. Lors des guerres entre les puissances colonisatrices, les corsaires sont particulièrement actifs. Mais alors qu'est-ce qu'un corsaire ? Un corsaire, c'est un marin qui agit sous les ordres d'un monarque et qui a pour objectif d'attaquer les navires commerciaux d'autres pays en période de guerre. Jean Bart, par exemple, c'est un célèbre corsaire sous le règne de Louis XIV. Mais alors, on peut aisément se poser la question, quelles sont les conséquences du commerce transatlantique ? Eh bien, c'est tout d'abord un enrichissement de la façade atlantique européenne et donc de l'Europe avant tout. Le développement du commerce colonial au XVIIIe siècle permet l'enrichissement de l'Europe et plus particulièrement des ports de la façade atlantique. Des villes portuaires comme Lisbonne, Bordeaux, Nantes ou Bristol s'enrichissent et s'embellissent. Londres devient le premier port mondial et sa population double au XVIIIe siècle pour atteindre 1 million d'habitants. Dans ces villes, les négociants et les armateurs constituent de grandes fortunes et renforcent leur position dans la société. Des services comme les assurances ou les grandes banques répondent aux besoins de cette bourgeoisie. On a utilisé le mot armateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un armateur, c'est une personne qui équipe à ses frais un bateau de commerce. Le développement du commerce colonial a aussi pour conséquence l'apparition de nouveaux modes de consommation, tels que le chocolat, le café, mais cela bien sûr chez les élites. Et donc c'est également, pendant cette période, pendant l'enrichissement et l'embellissement des façades atlantiques, la naissance de sociétés esclavagistes. En effet, la traversée de l'Atlantique est très éprouvante pour les esclaves. Le voyage dure plusieurs semaines, les esclaves sont nus, allongés et entassés les uns sur les autres. Au total, plus de 12 millions d'esclaves ont traversé l'Atlantique. La mortalité pendant le trajet est d'environ 10%. Les esclaves, eux, occupent environ 80% de la population en Amérique et ont différentes fonctions. Les esclaves dans les mines doivent affronter des conditions extrêmement difficiles. Ce qui est appelé, entre guillemets, nègres de jardin sont utilisés dans les plantations, surtout les plantations de canne à sucre, dans lesquelles le travail est très éprouvant. Enfin, ceux qui sont appelés les nègres de case sont des domestiques. Leurs conditions sont moins pénibles, mais ils restent tout de même dépendants de la volonté de leur maître et peuvent subir le châtiment en cas d'erreur. Et beaucoup d'esclaves meurent à cause des conditions de travail extrêmement pénibles. Certains esclaves s'enfuient et vivent cachés dans le bois, on appelle alors de marronnage. Le marronnage, c'est le nom donné à la fuite d'un esclave en dehors de la propriété de son maître. Les esclaves qui ont fui, appelés les nègres marrons, vivent éloignés dans les forêts et les montagnes, d'où le mot marronnage. Voilà, en bilan, on peut dire que l'Europe domine le monde avec des puissances conquérantes et concurrentes, des rivalités sur le continent et des rivalités dans les empires coloniaux. Cela crée des courants d'échanges internationaux avec des colonies exploitées pour leur richesse, des échanges entre les métropoles et les colonies et un commerce basé sur l'esclavage et donc le commerce triangulaire. Et donc cela a transformé de nombreux espaces et la société en elle-même avec des ports en expansion, des armateurs et des négociants qui s'enrichissent, la naissance d'une bourgeoisie marchande et la naissance basée sur l'exploitation des esclaves en Amérique. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder l'ensemble des vidéos disponibles sur le site internet, sur la page dédiée ainsi que le cours écrit. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre d'autres podcasts. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouveaux cours. Bon courage!